Bonjour à tous. Un des véhicules les plus efficaces de la campagne de France de mai-juin 1940. Hélas, mal employé. La rapidité de la Blitzkrieg ne lui laissa pas le temps de montrer sa véritable puissance. Pourtant, les Allemands la réutiliseront. J'ai nommé la Panhard 178 AMD 35, ici un kit de chez ICM, ou un 35e. Commençons d'abord par un historique du véhicule original. L'AMD 35, c'est pas le véhicule le plus connu de la campagne de France de 1940, comparé à certains chars comme le B1 Bis ou le Somu S35. Le premier véhicule apparaît en 1933 en Afrique du Nord sous le nom de Panhard 165-175. L'AMD 35, telle qu'on la connaît de nos jours, c'est une évolution directe de ce véhicule. Elle est équipée d'un canon SA-34 de 25 mm. C'est le même canon qui pouvait être utilisé par l'infanterie comme pièce anti-char. Un d'entre eux est exposé à Stone, devant l'église notamment. Cependant, dès le début des hostilités, il est clair que ce canon est beaucoup trop faible face aux nouveaux blindés allemands. Renault a alors imaginé un prototype de tourelle avec un canon SA-38 de 47 mm. 47 mm, c'est le calibre des canons des tourelles des B1 bis et des Somu S35. Donc pour 1940, c'est un calibre assez conséquent. Un seul prototype verra malheureusement le jour à cause de l'avancée de l'armée allemande et surtout de la débâcle française. Ce prototype fera les combats sur la Loire en juin 40 et sera sabordé par son équipage, pour pas tomber aux mains des Allemands, surtout avec un prototype d'une telle envergure, on va dire. Après l'armistice du 22 juin 1940 et donc la défaite française, l'armée allemande va récupérer beaucoup de véhicules français et les remettre en service, notamment des AMD 35 sous le nom de Panzerspielwagen P204. À tes souhaits. P204, c'est beaucoup plus simple à dire. Après, si vous vous demandez pourquoi l'armée allemande a réquisitionné des véhicules français qui n'ont même pas été capables de les arrêter et qui se sont fait littéralement rouler dessus pendant la campagne de France, ça c'est sûrement parce que... Hans a dit réquisition. Merci Hans, mais ton intervention n'était vraiment pas nécessaire. Plus sérieusement, c'était surtout pour renforcer l'arsenal blindé allemand qui devait être de plus en plus important. À l'ouest, la conquête était terminée. C'était maintenant autour de l'Est, et donc de l'Union soviétique. L'opération Barbarossa de 1941, qui consistait en son invasion, s'étendait sur plusieurs milliers de kilomètres. C'est pas le Luxembourg à titre de comparaison. Du coup, les Allemands avaient besoin d'énormément de blindés. En plus des leurs, ils ont utilisé les blindés réquisitionnés. Donc, par conséquent, les blindés français, ou bien des véhicules comme la Panhard. Ils ont employé tels quels, ou bien ils ont fait des modifications, comme des canons autotractés, ou bien des chars lance-flammes, comme ils ont fait avec le B1 bis. Ensuite, quand la situation a changé et que les Alliés ont débarqué en France, ils ont aussi utilisé des blindés qu'ils avaient réquisitionnés contre les Alliés, notamment des Somu S-35. Ensuite, l'armée française était considérée comme la meilleure avant la débâcle de 1940. Capturer un véhicule de la meilleure armée du monde, ça pouvait être considéré comme un trophée de guerre. Il y en a beaucoup qui ont été utilisés à Paris pour les parades. Il y a des Hotchkiss ou des Somua qui ont défilé aux couleurs de l'armée allemande sur les Champs-Élysées. Donc aussi pour narguer un petit peu. Mais attends voir. Qu'est-ce que tu veux? Les chars. C'est un peu comme la choucroute pour les Allemands, non? Qu'est-ce que tu racontes? Ah oui. En 39-45, c'était un peu comme la choucroute, hein. Plus il y en avait, plus on était heureux. Non? On va passer à une review du kit de chez ICM. Toi là-bas, je vais te déchirer. Nous voilà donc pour ma petite review de l'AMD 35 ou un 35e de chez ICM. Ce kit est codé 35373 et est disponible sur le site de Superhobbies pour une somme d'environ 30 €. Alors personnellement, je ne côtoyais pas ICM pour leur kit de véhicule, plutôt pour des soldats comme les soldats de la Première Guerre mondiale. Quand je voulais un véhicule, je me focalisais sur du Tamiya, qui est quand même la référence pour les véhicules ou un 35e. Mais je tiens quand même à dire que sur ce kit, ils m'ont bluffé. Franchement, c'est top. Parce que l'extérieur est déjà énormément détaillé avec les rivets sur les portes ou sur le capot, mais l'intérieur l'est tout autant. Et ça, franchement, pour ceux qui aiment bien faire un véhicule avec l'intérieur détaillé, ils sont servis. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà à quoi ça ressemble avec la tourelle retirée. Pour ma part, je trouve que le niveau de détail est juste génial. Parce qu'on voit les sièges, la mitrailleuse, son chargeur, le poste de radio sur l'intérieur de la tourelle. Franchement, c'est impressionnant. Pour un véhicule français, en tout cas, c'est
Faut sauter sur l'occasion si vous êtes vraiment passionné par des véhicules français de la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'il existe des chars allemands Panthère ou Tigre avec l'intérieur détaillé. Mais voilà, c'est des chars qui sont beaucoup plus connus. Un véhicule français, déjà c'est moins connu et c'est surtout plus rare. Donc si en plus il y a un intérieur détaillé, foncez. Hein. Ensuite, l'intérieur du véhicule en lui-même a aussi quelques petits détails avec les sièges ou les volants, même des leviers de vitesse, les chargeurs des mitrailleuses Rebelle accrochés un peu partout, comme sur la vraie, et également les munitions du canon de 25 mm. Franchement, c'est génial. Ensuite, je tiens à préciser que vous n'êtes pas obligé de peindre et de construire tout l'intérieur. Peut-être la tourelle, elle est à la limite pour faire tenir le canon, mais pour les mitrailleuses ou pour les chargeurs de mitrailleuses ou pour les canons, vous n'êtes pas obligé. S'il n'y a que l'extérieur qui vous intéresse, vous pouvez passer ces étapes sans aucun souci. Ça n'influera pas sur le kit à la fin. Mais si vous voulez peindre, moi je vous conseille pour le sol du mat 8 de chez Revell ou n'importe quelle autre peinture noire, ça passe très bien. Pour les flancs de la tourelle ou de l'intérieur de la voiture en elle-même, vous pouvez utiliser du Tamiya XF2 ou n'importe quelle autre peinture blanche. Moi j'ai utilisé Tamiya parce que c'est une très bonne qualité. Pour les obus, vous pouvez utiliser du Imbrol 16, donc c'est une peinture or. Par contre, faites gaffe avec Imbrol. Hein. Moi j'ai toujours, quand j'utilise cette peinture, elle met toujours beaucoup de temps à sécher, on va dire. Donc faites attention. Il y a aussi le compartiment moteur qui peut s'ouvrir et le niveau de détail est aussi magnifique. Hein. Le moteur comprend plusieurs dizaines de pièces et est extrêmement bien détaillé. J'ai rien à dire là-dessus. Retournons à l'extérieur du véhicule. La couleur dominante, ça va être un vert olive, comme sur une bonne majorité des blindés français, comme des Cherokee ou des Renault UE ou d'autres chars Saumur. Donc la base c'est du vert olive et je vous conseille le Mat 65 de chez Revell qui rend franchement bien. En revanche, si vous êtes plus peinture acrylique, vous pouvez utiliser le XS58 de chez Tamiya. Je pense que ça rend peut-être même mieux vu que déjà la peinture de base est un petit peu plus foncée et ça rajouterait probablement du réalisme. Ensuite, pour les effets de camouflage qu'on voit un petit peu partout en brun, j'ai utilisé du XF64 de chez Tamiya, donc aussi acrylique. Après, si vous voulez, vous pouvez utiliser du brun mat 84 de chez Revell. Ça rendrait peut-être même mieux, vu que le brun va être un petit peu plus foncé. Ensuite, pour les outils qu'on peut voir à l'arrière, donc ici et là, la pioche et la pelle, pour les parties, on va dire métalliques, vous pouvez utiliser du Metallic Grey XS56, donc qui est un gunmetal franchement correct. Et vous pouvez l'utiliser en plus sur les outils, vous pouvez aussi l'utiliser sur le canon ou même les détails à l'intérieur, si jamais vous les faites, hein, évidemment. Mais surtout pour l'extérieur du canon, au moins ici, franchement privilégier du gunmetal comme ça. Ensuite, pour les manches des deux outils, j'ai utilisé personnellement du Mat 86 de chez Revell, qui est un couleur kaki à peu près. Et franchement, le rendu est correct parce que j'utilisais avant du XF58, mais le bois était beaucoup trop orangé, c'était pas réaliste. Alors que ici, on voit vraiment l'effet d'un manche en bois. Franchement, c'est bien. De mon point de vue, je dirais que ce kit est vraiment une pépite. Pour ceux qui veulent collectionner du 1/35e et surtout des véhicules français au 1/35e, ce kit est vraiment fait pour vous. Parce que déjà, les véhicules français de la Seconde Guerre mondiale, il n'y en a pas beaucoup. Au 1/35e, ça commence à se démocratiser un petit peu, il y en a de plus en plus. Mais des Panhard, c'est assez rare, vu que c'est pas, comme j'avais dit avant, c'est pas le véhicule le plus connu de la campagne de France. Donc franchement, le rendu est top. J'ai franchement rien à dire. Ensuite, ceux qui sont vraiment motivés à faire un diorama de type 1940 ou 1/35e, ils veulent montrer la Panhard en action, machin et tout, je vous conseille le kit 35615 de chez ICM, qui est en fait l'équipage du véhicule. Il y a 4 bonhommes qui peuvent être mis un peu partout sur le véhicule. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà à quoi il ressemble. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, le kit est disponible pour une petite dizaine d'euros sur le site de Super Hobbies. Après, je vous conseille, si vous voulez acheter ces petits bonhommes, je vous conseille de prendre la Panhard en même temps parce qu'ils sont homologués pour aller avec le véhicule. On va dire qu'il n'y a pas tellement de logique sans le véhicule. Leur tenue, c'est la tenue typique des tankistes français de 1940. Et pour les couleurs, vous pouvez utiliser donc déjà pour la peau le Revell Mat 35 ou le Tamiya XF15, ça passe nickel. Donc après c'est de la couleur chair classique. Hein. Pour la veste,
vous pouvez utiliser le Revel Mat 84 ou le Tamiya XS64. Personnellement, je vous conseille plutôt le Revel Mat 84. Le rendu sera beaucoup mieux et la veste sera beaucoup plus sombre, ce qui rendra peut-être même plus de réalisme. Pour le pantalon, c'est du Tamiya XF57 que j'ai utilisé. Bœuf, donc en français je crois que c'est chamois, si je ne me trompe pas. Et pour les chaussures et la ceinture, j'ai utilisé du Tamiya XF52, donc couleur terre. On va dire que c'est la couleur qu'on peut voir sur les tenues des soldats anglais. Donc voilà pourquoi je disais que le brun 84 de chez Revel passerait mieux. Parce que si on n'a pas de bons yeux, ou même là la lumière ça rend pas tellement bien, on voit pas la délimitation entre la ceinture et la veste. Avec l'autre peinture, ce serait passé nickel. Ensuite pour la casquette, ensuite, vous pouvez tout simplement utiliser du Revel Mat 8 ou 9, donc une peinture noire. Et ici pour les liserés, c'est du Mat 99 de chez Revel. Pour le couvre-chef de celui-là, ça s'applique aussi, hein, donc une peinture noire et ça passe nickel. Ensuite, pour lui avec son calot, vous pouvez utiliser le Revel Mat 86 Kaki, donc, qui est également utilisé sur le mécanicien et sur son chiffon, pour faire une délimitation avec le pantalon. Le Mat 86, c'est également la couleur qui est utilisée pour les tenues des soldats classiques, on va dire. Quand on les voit comme ça, bon, c'est un peu bizarre. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'est pour ça que c'est ce que j'expliquais avant en fait. C'est qu'ils sont homologués pour faire un micro-diorama avec la poire. Je vais faire ça tout de suite. Voilà ce que ça donne si on les place comme proposé dans la boîte. Franchement, le rendu est pas mal. Ça pourrait faire un chouette diorama de type dernier rechargement avant de monter au front. T'as surtout mis 3 heures à les mettre en place! Absolument pas. Ah, je pense que vous demandez sûrement comment j'ai fait pour que la trappe moteur et la portière soient ouvertes, alors que tout le temps, je les ai montrées fermées. Comme je suis très gentil, je vais vous dire comment j'ai fait. Vous prenez de la pâte à fixe et vous essayez de bidouiller le truc pour que ça donne une sorte de charnière. Et bon, vous y allez pas comme des bourrins quand vous voulez ouvrir, hein, et vous y allez tout doucement comme ça, et ça peut donner cet effet-là. Donc la porte maintenant peut se fermer sans aucun souci, hein. Cependant, la trappe moteur est un petit peu plus récalcitrante vu qu'on n'a pas les mêmes systèmes d'attache ici et là. Donc voilà. Bon. À l'œil nu, ça se voit pas. Il y a peut-être là, on va peut-être voir une trace blanche de la pâte à fixe ou jaune, ça dépend. Passer un coup de peinture dessus et on y voit que du feu, quoi. Je tiens à préciser que la petite boîte qu'on voit là est également livrée dans le kit avec les 4 soldats. Ça peut toujours donner un accessoire pour un diorama. On va arriver à la fin de cette vidéo. Donc avant de nous quitter, je tiens quand même à préciser que je suis absolument pas professionnel dans ce que je fais. Pour tout ce qui est histoire, militaria, machin ou des choses comme ça, vous pouvez vous référer à des chaînes un peu plus professionnelles comme celle de l'adjudant Tom ou de Neo 035 que je salue. Ensuite, pour tout ce qui est review de maquettes comme ça, là aussi c'est mon point de vue. Il y en a sûrement qui vont être en désaccord avec ce que j'ai dit, peut-être qu'ils vont pas aimer le kit, c'est pas de la bonne qualité, etc. C'est quelque chose que je respecte totalement. Comme dit, c'est mon point de vue. Et pour des reviews en expliquant les détails, machin et tout, il y a des chaînes comme les Chroniques du Blindage que je salue également qui font un super travail et que je vous invite à aller voir si vous êtes curieux. Voilà, j'espère que vous avez quand même aimé la vidéo. Merci de l'avoir regardée et à très vite.